Ce petit village qui s'appelait La Haye au XVIe siècle ne sait pas encore que par la naissance d'un enfant le 31 mars 1596, son nom va progressivement se transformer en La Haye Descartes, puis finalement, en 1967, être rebaptisé du nom de cet enfant, Descartes. C'est ici, dans cette petite ville du département d'Indre-et-Loire, que René Descartes a vu le jour, alors que son père était conseiller au Parlement de Bretagne. Mais sa mère, malade depuis son accouchement, meurt l'année suivante et n'élèvera pas son enfant, qui grandira alors entouré de sa grand-mère et d'une nourrice. René est un enfant précoce, doué, et son père s'amuse déjà à l'appeler « mon philosophe », tant il est frappé, au-delà de l'affection pour son cadet, par la curiosité et la soif de connaissance qu'il remarque chez l'enfant. À l'âge de 11 ans, en 1607, René est placé au collège de la Flèche, qui est alors considéré comme l'une des plus célèbres écoles de l'Europe. C'est là que pendant 8 années, sous la direction des jésuites, il étudie les langues et les textes anciens, l'histoire, la poésie. Là qu'il acquiert son art de l'éloquence et s'initie à la théologie, à la philosophie d'Aristote, telle que l'a interprétée saint Thomas, aux mathématiques qu'il apprend à envisager sous un angle pratique et un angle philosophique. Mais curieux de tout, élargissant ses recherches au domaine de l'astrologie et de la magie, il lui en faut plus. Et Descartes déclare qu'il ne veut plus chercher d'autres sciences que celles qui ne pourraient se trouver en lui-même, ou bien dans le grand livre du monde. C'est par cette soif de connaissance qu'il renoncera à sa carrière juridique, à laquelle pourtant elle aurait dû le conduire à la licence en droit civil et en droit canon qu'il obtient à la faculté de Poitiers, où il a étudié dès 1615. Mais non, il lui faut l'expérience du monde. Il faut découvrir par lui-même. Alors âgé de 21 ans et nourri comme ses contemporains de romans de chevalerie, il décide de partir. C'est à ce moment qu'il s'engage dans l'armée de Maurice de Nassau et part pour Breda, aux Pays-Bas. Il parcourt l'Europe, rencontre Maximilien de Bavière, mais surtout celui qui restera son plus fidèle ami jusqu'en 1630, le médecin Isaac Beckmann, dont la rencontre est capitale puisque c'est le même Beckmann qui, dans une lettre de 1619, exhorte Descartes au travail, en vantant ses capacités à se concentrer sur les choses sérieuses, qui sont les mathématiques et plus particulièrement leur lien avec la physique. Préoccupation essentielle chez tous les chercheurs à cette époque que le naturalisme magique et la physique qualitative d'Aristote ne satisfait plus. Son retour en France n'est qu'une parenthèse. Descartes veut partir et dès le printemps 1619, alors qu'il effectue des recherches sur les Rose-Croix, parce qu'ils sont en quête d'un savoir total auquel lui-même aspire, il parcourt le Danemark et l'Allemagne. Mais l'histoire de son temps va modifier le cours de sa vie. C'est le début de la guerre de 30 ans et décidé à s'engager et à rejoindre l'armée catholique du duc de Bavière, il est contraint d'abandonner en cours de route son projet. Sa santé est fragile. Le voilà immobilisé dans la région d'Ulm, où pendant une journée, il reste seul dans une pièce chauffée par un poêle. Nous sommes le 10 novembre 1619, et ce soir-là, Descartes se couche avec le sentiment d'avoir trouvé les fondements d'une science admirable. La nuit sera propice aux songes que l'homme connu pour sa rigueur scientifique considéra comme venus d'en haut. De ces 3 songes qu'il interprétera dans ses Olympias, il retire la conviction qu'il lui faut poursuivre dans la voie où il s'est engagé. Et il écrit avec fébrilité à Beckmann. C'est une œuvre infinie, et non pour un seul homme. Quelle ambition incroyable! Cependant, à travers l'obscur chaos de cette science,
j'ai entrevu je ne sais quelle lumière, dont le secours pourra, je crois, dissiper les plus épaisses ténèbres. Il s'installe à Paris en 1622 et y restera jusqu'en 1628. À cette époque, ses déplacements sont peu connus, même si on sait que Descartes partira en Italie en 1623 et qu'il y rencontrera peut-être Galilée. Mais les éléments de cette période ne sont pas parvenus jusqu'à nous, peut-être parce que ce sont des années de travail intensif et que René Descartes s'y consacre entièrement. C'est à cette période en effet qu'il rédige un traité sur les éléments solides, qu'il élabore une méthode de construction des tangentes et travaille sur les coniques. Mais il ne publie pas son traité. Il préfère travailler encore, lire Kepler, s'intéresser à l'optique et faire des recherches sur la réfraction de la lumière, en faisant notamment tailler des verres de lunettes pour l'observation astronomique. Il a besoin du silence propice à ses recherches. Il lui faut trouver en lui-même les ressources de consolider ses expériences. C'est alors, nous sommes en automne 1628, il se retire à la campagne pour rédiger ses règles pour la direction de l'esprit en la recherche de la vérité, où il affirme sa croyance en l'unité des sciences et sa confiance en une raison bien dirigée. Mais bientôt il décide de rejoindre la Hollande, pays dans lequel il vivra jusqu'en 1649, déménageant souvent de ville en ville, cherchant la paix pour se consacrer à ses recherches et à ses livres. Ce qui ne l'empêchera pas de rencontrer en 1634 Helen Jens, avec qui il aura une fille, Francine, qui mourra 5 ans plus tard. Mais, aussi isolé soit-il pendant ces années, Descartes entretient avec un nombre de ses amis des relations épistolaires fertiles, notamment avec son ami le père Mersenne, un savant français qui donne pour titre « Le résident de Monsieur Descartes à Paris ». En hiver 1628, Descartes écrit à Mersenne. « Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'ai faites, car elles sont métaphysiques, et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Les futures méditations sont un germe. » Descartes a alors pour projet d'écrire un traité du monde. Je me suis résolu d'expliquer tous les phénomènes de la nature, c'est-à-dire toute la physique, écrit-il. Il dissèque des têtes d'animaux, pour expliquer en quoi consiste l'imagination et la mémoire. Il s'intéresse à l'optique, la balistique, la mécanique. Il cherche à comprendre la nature de la lumière et des mécanismes de l'œil. Le traité du monde ne paraîtra pas de son vivant. L'affaire Galilée éclate en avril 1633, et Descartes, dont les thèses sont proches de celles de l'italien, décide de ne pas publier son monde. Mais Descartes est avant tout un écrivain. Il parle en son nom, écrit « je » pour parler de son expérience, tout en la voulant universelle. C'est le célèbre « je pense, donc je suis », ou plutôt « cogito ergo sum », puisqu'il écrit ses livres en latin, comme l'usage de son temps le veut. Et Cartésius, comme l'appellent encore les Hollandais du XXe siècle, se consacre à l'écriture de ses livres. En 1637, paraît à Leyde le plus célèbre de ses écrits, le Discours de la méthode. Cette autobiographie est accompagnée de 3 essais qui ressortent comme des échantillons de la méthode. La dioptrique, loi de la réfraction, la géométrie, qui présente ses recherches en mathématiques, principalement la géométrie analytique, et enfin les météores. Désormais, les grandes œuvres se succèdent rapidement. Les méditations métaphysiques, 1641, les principes de la philosophie, 1644, une version française des principes
qui précède une lettre préface de la plus grande importance, 1647. Et enfin, Les Passions de l'âme, qui paraissent en Hollande et en France en novembre 1649. Mais cette intense activité n'est récompensée que par l'indifférence ou l'incompréhension. Dès 1646, Descartes écrit à Mersenne de ne plus lui adresser les critiques de ses livres. Lui confie ne plus se mêler d'aucune science que pour son instruction particulière et donc il ne veut plus écrire de livres. Il ne veut plus entendre parler des fruits de sa réflexion, comme des fadaises, comme des livres ennuyeux qui tuent leurs lecteurs. En 1644, pourtant, Descartes est revenu en France pour régler la succession de son père. Et s'il revient encore en 1647 et 1648 avec l'espoir d'obtenir du roi une pension pour s'installer définitivement en France, il ne restera pas. Malgré l'intérêt de la rencontre avec Pascal, dont il conteste la thèse de l'existence du vide. L'année 1649 approche. Ce sera l'année de l'apparition du traité de Passion de l'âme. L'année où il acceptera l'invitation de celle que le cinéma nous a fait connaître sous les traits de Greta Garbo, la fameuse reine Christine. Célèbre à travers toute l'Europe pour ses frasques, mais surtout pour son intelligence et sa curiosité intellectuelle. La légende veut que la reine Christine fit lever Descartes tous les matins à 5 heures pour recevoir des cours de philosophie. Mais la période de Descartes à Stockholm sera de courte durée. Malade, il meurt le 11 février 1650, à l'âge de 53 ans. Son crâne est conservé au musée de l'Homme à Paris et une réplique est visible au musée René Descartes, dans la ville où il est né.